Bonjour à tous. Je vais vous parler d'adaptation d'antenne. L'adaptation d'antenne, c'est une petite partie de la conception d'un élément radio. C'est un point qui est absolument essentiel dans l'obtention de performance en rayonné, à partir du moment où on associe une antenne à un émetteur-récepteur. Donc Pascal Champagnet, donc je suis dirigeant d'Always Wireless. Alors je suis dirigeant, commercial, technicien, manard soudeur, la totale, quoi. Voilà. Donc on va regarder effectivement quelque chose là sur les antennes. Alors la théorie des antennes, vous allez voir, moi je l'ai terriblement édulcorée, parce que si on s'attaque à la théorie des antennes, on va faire des intégrales triples, et il est trop tôt pour faire ça. D'accord. Voilà. Ensuite, un petit peu ce qu'on trouve un petit peu dans les produits, et puis surtout cette notion d'adaptation qui est extrêmement importante, hélas souvent négligée. Et voilà. Alors, vous avez là un modèle très simplifié d'un brin rayonnant qui va convertir une énergie électrique en électromagnétique et qui va permettre de constituer une antenne. Un brin rayonnant, c'est tout simplement, on va dire, une association d'éléments qui est capable de convertir une énergie électrique donc en champ, d'accord, en électromagnétique, et inversement. Donc on va pouvoir s'en servir à l'émission, à la réception. C'est un élément qui est complètement réversible. Alors je vais être clair avec vous, c'est pas le modèle que vous allez trouver dans les livres, d'accord, c'est mon modèle à moi parce que celui-là, il est assez simple en fait. Une antenne, ça commence toujours par un brin, c'est-à-dire quelque part par un élément qui, en toute rigueur, devrait être rectiligne. D'accord. Donc, élément rectiligne, ça s'assimile à une inductance. Cette inductance, elle baigne dans un milieu. Ce milieu, c'est l'air, et à ce moment-là, forcément, on voit apparaître une capacité. Et donc, vous reconnaissez là un truc typique de l'électronique, qui est un circuit résonnant, en l'occurrence ici, série. Et donc, c'est cette résonance qui va nous permettre, par le biais d'une géométrie adaptée, d'en faire, on va dire, une antenne. Hélas, nous habitons sur Terre et les choses ne sont pas parfaites. Ça veut dire à partir du moment où on commence à mettre des longueurs conductrices, eh bien, tout simplement, on va voir apparaître des pertes, parce que les conducteurs ne sont pas idéaux. Ne nous voilons pas la face, le milieu qui nous entoure ne l'est pas non plus. Donc, on a forcément des pertes. La résistance que vous voyez là est purement mathématique. Elle traduit le fait que quand on injecte de la puissance dans ce dispositif, vous avez cette puissance qui part sous forme de rayonnement. Et donc une puissance qu'on injecte et tout simplement qui part sous forme de rayonnement, mathématiquement, c'est aussi une résistance. Mais la différence, c'est que celle-ci, elle traduit l'efficacité de rayonnement de votre antenne, et celle-ci, ce sont purement des pertes, donc des joules. À partir du moment où on va commencer à intégrer notre antenne dans un milieu difficile, comme un objet, on va la rapprocher de différents éléments alentours, on va commencer à raccourcir sa longueur parce que ça ne plaît pas au marketing, et bien tout simplement, la résistance de perte que vous avez là va augmenter. Et la résistance de rayonnement qui est ici va diminuer. Voilà. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une part plus importante de votre puissance qui part là. Et vous avez quelque part l'efficacité de votre antenne qui se réduit. Alors là, vous avez l'antenne idéale, c'est un dipôle, c'est une antenne symétrique. Donc vous retrouvez deux brins rayonnants, donc deux fois le schéma que je vous ai présenté précédemment. Elle s'attaque, je dirais, par le centre, et donc vous avez les courants qui alternent en fait, par le centre. On est basse impédance à cet endroit-là, et on est forcément d'impédance infinie au bout, puisque le conducteur s'arrête. Donc que se passe-t-il à partir du moment où on l'attaque? Vous voyez que vous avez un courant en fait qui vibre plutôt au centre puisqu'on est basse impédance, et puis vous avez une tension qui alterne en fait entre les deux extrémités. Ce qui veut dire que elle va tout simplement produire un champ électrique qui va vibrer au rythme de la fréquence qui nous intéresse. Et donc vous voyez, alors la représentation du champ que vous avez là-bas est une représentation temporelle. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne, et on exploite la résonance tout simplement des deux brins pour assurer la conversion électrique-électromagnétique. Donc on a un champ qui vibre localement le long de notre antenne, mais il y a une théorie, on va dire, au niveau des systèmes vibratoires qui veut que, à partir du moment où on fait vibrer localement, l'onde que l'on produit, elle va en fait se mettre à se propager. Alors il y a une expérience toute simple pour mettre ça en évidence, c'est vous jetez un caillou dans un bassin. Et quand vous jetez un caillou dans un bassin, ça vous fait quelque part une onde qui se propage. Donc, autour de notre antenne, donc on génère un champ local, et ce champ, en fait, à mesure, va s'écarter, va se mettre à progresser dans l'air. Grossièrement, on considère que la progression est formée à partir d'à peu près 2 fois la longueur d'onde.
Sur les fréquences qui nous intéressent au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques dizaines de centimètres. À partir du moment où l'onde s'est écartée de l'antenne et se met à se propager dans l'air, cette fois-ci, le média qui transfère la puissance, c'est l'air. Et l'impédance de l'air, c'est 377 ohms. Cette impédance, c'est le ratio champ électrique sur champ magnétique. Eh bien, tout simplement, voyez qu'avec un tel écart, le champ électrique est beaucoup plus fort que le champ magnétique. Ce qui fait que les antennes que vous allez intégrer dans vos produits et qui sont proposées par les intervenants d'aujourd'hui sont des antennes qui fonctionnent toutes en champ électrique, pour la raison que vous voyez là. Alors je reviens un petit peu en arrière. Mon dipôle, là, c'est quand même pas très facile à intégrer dans un objet. Déjà, vous voyez que ça fait quand même une certaine longueur. C'est quelque chose de symétrique. En général, l'électronique fonctionne en asymétrique. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'utiliser un dipôle demi-onde, on a plutôt tendance à embarquer des quarts d'onde. Le quart d'onde, vous l'avez là. D'accord? C'est exactement la moitié du dipôle qu'on a vu précédemment. Voilà, c'est la même chose. Simplement, ce qui permet au quart d'onde de fonctionner, c'est le fait qu'à son pied, il y a un plan de masse qui lui sert ce qu'on appelle de contrepoids. Le plan de masse, typiquement dans un objet, ça va être votre carte électronique. Ça va être, si vous rajoutez votre antenne sur un boîtier, ça va être le boîtier qui doit être conducteur. Alors pourquoi cet élément contrepoids est essentiel? Tout simplement parce que dans ce contrepoids, l'antenne, au moment où vous allez l'exciter, elle va générer en fait l'image du brin qui manque sur le dipôle, du brin qu'on a enlevé. Donc vous allez retrouver dans le contrepoids l'équivalent des courants qui circulent dans votre antenne. D'accord? Donc c'est extrêmement important, ça veut dire que tout simplement, en dessous d'une certaine taille de contrepoids, les courants ne vont plus arriver à circuler. Et du coup, le comportement de votre antenne va être dégradé. Et vous n'arriverez pas à obtenir un rayonnement digne de ce nom. C'est la raison pour laquelle le contrepoids doit quand même être notable. J'attire votre attention sur un deuxième aspect. C'est que je vous ai dit que le contrepoids, on voit passer à l'intérieur les courants qui sont l'image de ceux qui circulent dans l'antenne. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un émetteur qui fait, on va dire, aux alentours de 500 mW, les courants en question, c'est plusieurs centaines de milliampères. Donc ça veut dire que dans votre carte, il y a quand même plusieurs centaines de milliampères HF qui circulent. Autant vous dire que si le plan de masse est mal fait et que les courants en question sont amenés à passer à travers les composants, ça va faire du bruit. Il y a différentes structures d'antennes qui sont possibles, et je vous rappelle que l'ensemble des émetteurs-récepteurs aujourd'hui, on utilise une impédance de référence qui est le 50 ohms. Et donc l'objectif, c'est que votre antenne, elle se raccroche aux 50 ohms de votre émetteur-récepteur. Or, en fonction des structures d'éléments rayonnants qu'on utilise, les impédances qui sont présentées sont rarement 50 ohms. Voilà. En l'occurrence, vous voyez, le quart d'onde que j'évoquais auparavant, il est plutôt, lui, à 33 ohms. Alors, je vais être franc avec vous, on a une vision de la précision en radio qui est assez limitée, et 33 ohms, c'est 50. Hein, vous voyez, voilà. Par contre, vous voyez que si on utilise un lambda sur 8, on est plutôt à quelques ohms, et au contraire, là, ici, on est plutôt aux alentours de 300 ohms. Donc on se retrouve, on va dire, avec des disparités d'impédance qui sont extrêmement importantes en fonction de la structure d'antenne qui a été retenue. Voilà. Alors, normalement, les antennes que vous achetez avec un connecteur sont des antennes qui sont censées être 50 ohms. Elles le sont la plupart du temps, mais attention, c'est dépendant de la façon dont vous les installez. D'accord? Et vous pouvez les installer à des endroits où malheureusement leur impédance peut diverger de 50 ohms, ce qui risque de nécessiter une correction. Je vais insister sur quelque chose d'important. Une antenne est forcément influencée par les masses métalliques qui sont autour, mais pour notre plus grand bonheur, elle est aussi influencée par les masses diélectriques, comme par exemple les matières plastiques, donc qui vont avoir pour effet de décaler les antennes. Alors là, je traite essentiellement des antennes qui se montent à l'intérieur des objets. Ben voilà, je dirais ici quelques éléments qui sont 50 ohms selon l'intégration que vous en faites. On trouve essentiellement les patchs qui sont souvent utilisés en GPS, et puis certaines antennes imprimées lorsqu'elles sont bien conçues. Et puis il y a toute une myriade d'antennes qui ne sont pas 50 ohms. Il y en a qui de toute façon intrinsèquement ne le sont pas, donc elles vont nécessiter, on va dire, une correction
pour les ramener sur les 50 ohms de l'émetteur-récepteur. Quelle est l'importance justement de réaliser cette adaptation? Je dirais que là je vous ai listé 5 raisons pour lesquelles il faut absolument peaufiner l'adaptation d'impédance. D'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire performance, lorsqu'on réalise l'adaptation, c'est l'endroit où l'émetteur développe la puissance la plus forte. Et c'est un peu votre but. Votre but, c'est de faire de la portée. Donc, on va avoir c'est le point de fonctionnement de l'émetteur qui est optimum. Et puis, les 4 raisons suivantes sont des raisons qui concernent le réglementaire. Vous savez qu'en radio, on est soumis à des normes un peu lourdes. Et du coup, il y a un certain nombre de points réglementaires qui sont dépendants de l'adaptation d'antenne que vous allez faire. Par exemple, typiquement, le filtre harmonique, c'est-à-dire le filtrage des harmoniques de l'émetteur, seront d'autant plus efficaces que votre adaptation sera bonne. L'ampli d'émission offre donc un minimum de développement harmonique, sur lesquels tout simplement on a une limite réglementaire. En réception, le filtre qui est à l'entrée de votre récepteur offrira sa meilleure réponse lorsqu'il va avoir 50 ohms, et le préamplificateur qui lui est associé sera également le plus linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout qu'à la réception, vous aurez la meilleure immunité vis-à-vis des perturbateurs qui sont autour de vous. Et quand vous concevez un objet, je vais être clair, le premier perturbateur que vous allez rencontrer et qui est aujourd'hui devenu très courant, c'est votre smartphone qui est posé sur la table juste à côté de vous. D'où l'extrême importance de regarder également la notion d'immunité en réception. À partir du moment où vous intégrez un élément d'antenne dans un objet, le fabricant va vous délivrer une datasheet dans laquelle il va vous mentionner un petit peu la façon dont vous devez intégrer son élément d'antenne. Ici, c'est une antenne céramique. Et il vous donne avec un réseau que vous voyez là, qui est ce qu'on appelle donc justement le réseau d'adaptation, cette antenne n'étant pas 50 ohms. Le rôle de ce réseau, c'est de la ramener 50 ohms. Et voyez que là, typiquement, c'est un extrait d'une documentation, on vous donne les valeurs. Mais attention, les valeurs qui sont là sont des valeurs qui sont extraites du démo board du fabricant, pas de votre objet. Et en l'occurrence, l'intégration que vous allez faire, vous, elle va forcément être différente de ce que vous voyez ici, donc les valeurs vont être différentes. Donc en l'occurrence, ce constructeur-là a, on va dire, la sympathie de mentionner le fait que, attention, il met une note, c'est rarement le cas. Donc les valeurs qui sont ici sont uniquement indicatives en termes de structure, mais elles ne seront pas valables dans votre intégration. Donc pour réaliser l'adaptation, on va devoir faire une conversion d'impédance. L'objectif, c'est d'arriver à faire rentrer la puissance dans l'antenne. Le but de l'adaptation d'impédance, c'est que votre émetteur, par exemple, arrive à transférer la puissance dans l'antenne. Ce n'est pas la peine d'espérer vouloir rayonner quoi que ce soit si déjà vous n'arrivez pas à injecter la puissance dans l'antenne. Donc pour ce faire, tout simplement, on va essayer de ramener l'impédance de notre antenne sur les 50 ohms qui sont nécessaires à notre émetteur-récepteur. Pour ça, on va rajouter des éléments passifs entre l'émetteur-récepteur et l'antenne. On ne va pas rajouter des résistances, c'est pas la peine, on n'a pas envie de générer des joules, donc on va rajouter des éléments qui sont réactifs, kappa, inductance. Pour réaliser cette conversion, il y a 8 circuits possibles, vous voyez, qui sont 8 circuits qui dépendent des positions et des genres des composants. Il va y avoir l'un de ces 8 circuits qui va être nécessaire entre votre émetteur-récepteur et votre antenne. Et il va falloir trouver lequel. Alors 8 circuits, déjà au niveau de la conception, il va falloir prévoir la possibilité de les mettre. Donc sur votre objet, vous allez prévoir entre votre émetteur-récepteur et votre antenne, vous allez prévoir, on va dire, cette circuiterie qui va vous permettre d'accueillir l'un des 8. Donc pour arriver à accueillir l'un des 8, en fait, il vous faut prévoir 3 composants. Soit un montage dit en T, que vous voyez là-bas. Alors, les kappa et self sont purement indicatifs, d'accord? Ça peut tout à fait être le contraire. Avec ce schéma en T, vous êtes capable de couvrir tous les cas de figure. C'est plutôt utilisé en subgiga, 434, 868, 900 mégas. C'est plutôt le circuit qui va bien, ça, en subgiga. Pourquoi? Parce que les antennes ont souvent des impédances plus faibles que 50 ohms, donc ce circuit est préférable.
On peut tout à fait le réaliser avec un circuit en pi, comme celui que vous voyez là. Là, c'est plutôt pour des impédances d'antenne qui sont plutôt au-dessus de 50 ohms. C'est souvent le cas quand on est sur des antennes qui sont au-dessus du gigahertz, Bluetooth, Wi-Fi et compagnie. Je vous rappelle, attention, les schémas qui sont donnés là sont purement indicatifs. Les self et capables peuvent être permutés dans tous les sens en fonction des impédances qui sont à couvrir. Donc, une fois qu'on a fait la schématique, etc., il faut déterminer les valeurs et les genres. Est-ce que à cet endroit-là, c'est une inductance ou une capacité? Pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller mesurer l'impédance d'antenne. J'insiste, on va la mesurer parce qu'elle est complètement dépendante de votre intégration. C'est-à-dire votre carte, l'endroit où l'antenne est installée, est-ce qu'elle est à côté d'une cloison plastique? Est-ce que quelque part, on a eu la bonne idée de venir coller une pile juste à côté, ce qui n'est pas une bonne idée du tout. Donc ça se fait avec un analyseur de réseau vectoriel. C'est une mesure qui se fait sur le produit fini avec les piles, avec le boîtier, la totale, parce que tout simplement, il faut être absolument représentatif du produit final. Ça se fait avec une ligne 50 ohms de qualité. Vous voyez, là, on a un câble coaxial, et puis là, vous avez un câble qu'on appelle semi-rigide, qui vient chercher exactement le point de mesure. Il va de soi que si vous utilisez n'importe quel câble pour faire cette mesure, vous allez avoir un résultat qui va être erroné. On va essayer de faire en sorte que ce câble coaxial soit au plus court. Et évidemment, une masse encore plus courte. Il faut absolument que le point de connexion, ici, soit relié le plus court possible. On ne peut pas mettre de fil à cet endroit-là, on fait un gros pâté de soudure. Pendant 10 secondes, on est plombier, mais au moins, on aura une masse extrêmement courte. Ensuite, la construction se fait sur un truc assez vilain qui s'appelle l'abac de Smith. Bon, je ne vais pas développer là. Quelque part, en fait, c'est tout simplement une construction. Il faut savoir que l'adaptation d'antenne, c'est quelque chose qui se fait à travers une construction graphique. Donc c'est bien pour des radio boys qui sont un peu limités de mon genre. Ben, c'est complètement graphique, hein, on dessine des traits, etc. Et quelque part, ça va dans le bon sens. Ça se fait à partir de ça. Il existe des petits logiciels freeware qui font ça très bien et qui permettent du coup de déterminer le réseau que vous allez trouver entre votre antenne et votre émetteur. Et à partir du moment où vous aurez fait ce réseau, vous aurez l'adaptation qui va bien entre vos deux éléments. Cette adaptation, j'insiste, elle est très efficace à l'émission, mais elle est tout autant nécessaire à la réception, tel que je l'ai dit précédemment. Merci. Bravo.